Bonsoir. Ils sont seuls et sans défense. Voués à eux-mêmes, leur tranche d'âge varie entre 6 et 18 ans. Pourtant, les enfants de la rue est un phénomène qui concerne de nombreux pays africains. Que font des millions d'enfants dans la rue? Où sont leurs parents, leurs familles, leurs proches? Pourquoi sont-ils dehors? Des anges en enfer, enquête spéciale vous dira tout. Ce soir, enquête spéciale s'intéresse à un phénomène, les enfants de la rue. À Bamako, au Mali, près de 6000 enfants vivant dehors se livrent bien souvent à la mendicité ou à la petite délinquance. Les filles sont moins visibles, pour elles, pas d'autre choix de se prostituer pour survivre. Quand on a tout, on a besoin de rien. Mais quand on n'a rien, on est obligé de faire avec ce qu'on a sous la main. C'est le cas de la petite Djikita, 13 ans, qui nous explique sa vie dans les rues de Bamako. Suivez. Au Mali, des milliers d'enfants à l'image de Zou, Moussa et Djelika vivent dans la rue. Hors de toute affection familiale, ils doivent affronter la vie et assumer des responsabilités malgré leur bas âge. Ne bazin chou, ne portefeuille chou, ne moulu chou, ne samara chou, ne ni bere chou. Ne ba frega wardi, ne musura kana fana mu blanc. Ne bora golla. Ne me classe daga na 4 mani, ne bora 4 mani. Mu bora golla muna. Ni nga maram ne kelela. Ni mana wala ka bu. Mana wala ku so fene bo golla wala. Ne fene prendre ay ni ana dula sa. La présence de ces enfants dans la rue, ça joue défavorablement ces enfants. Parce que le moment où ces enfants doivent se trouver à l'école, on les retrouve dans la rue. Ouais. Donc psychologiquement, c'est des gens qui sont atteints parce que pour eux, c'est des oubliés. Effectivement, c'est des gens qui sont marginalisés souvent. Et psychologiquement, ils développent beaucoup de trucs contre l'humanité, en même contre la société. Ils sont toujours rebelles, ils se rebellent contre la société. Le centre d'écoute et d'orientation pour enfants créé par le gouvernement malien coordonne les actions des ONG qui œuvrent dans la réinsertion des enfants de la rue. C'est en 1996 que le centre a été créé et l'exemple a été pris sur un centre analogue au Burkina Faso qu'on appelle AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Et bien il y a la minute on fait l'eau de vous référer. Elle avait à Sanjoula. Santane ça va. Et il y a des cadeaux. Il y a placé école sodé. Et comment on a fait école sodé là? On a dit sur ma zone là. On a école pour les papiers peignés là-bas. On a mobile là, on a mis centre là. D'accord. Voilà. Vous avez le balisson. Ah. Merci bien. Et à la table. Avec chimie. Lisez comment. Avant, il n'y avait pas assez de filles dans la rue. Mais au jour d'aujourd'hui, le nombre de filles, ça augmente de jour au jour. Et c'est des petites filles, c'est des mineurs qui ne dépassent pas 14 ans, 15 ans. 15 ans surtout. Tu trouveras que c'est ces petites filles-là qui sont en nombre élevé dans la rue aujourd'hui. À l'image de Djelika Koulibaly, plusieurs raisons expliquent la présence de plus en plus nombreuse des filles dans les rues au Mali.
Mon père était méchant envers moi. Il me frappait parce que moi aussi je frappais mes frères. Un jour, il m'a frappé. J'ai donc décidé de partir de la maison. J'ai croisé une amie, on s'est promené et on a découvert l'autogare. Un autre jour, cette amie a payé de la cigarette qu'on a fumée, alors que je ne fumais pas encore à cette époque. Ensuite, elle m'a mené pour qu'on se promène. Les soirs, elle portait des tenues sexy et allait se promener. Au retour, elle rapportait de l'argent. Quand je lui demandais où elle avait eu cet argent, elle répondait qu'elle avait rapporté de la promenade. On dépensait son argent ensemble. Elle m'a aussi payé des habits et d'autres choses. Par la suite, j'ai connu d'autres amis qui se promenaient et rapportaient aussi de l'argent qu'on dépensait ensemble. Quand moi, à mon tour, je rencontre des connaissances qui me donnent de l'argent, je le dépense avec mes camarades. La principale cause, quand même, moi, je peux dire que c'est les parents qui ont démissionné. Voilà, parce que la pauvreté a toujours existé. Et il y a également l'école coranique, qui est l'une des principales causes ici au Mali. Parce que quand les enfants ils viennent pour l'école coranique, souvent les maîtres coraniques les envoient dans la rue. On te dit ramener 500 ou bien 1000 francs et que tu n'as pas cette somme, tu es obligé de rester dans la rue, dormir. Tu dors dans la rue une fois, deux fois et enfin tu abandonnes. Quand j'ai quitté notre maison, je me suis retrouvée au centre Gallo. Il y avait un certain Madou Touré, c'est lui qui m'y a conduit. Nous étions les premiers internés de ce centre. Je suis donc allée à l'école, j'ai fait la première année, ensuite la deuxième année. Mais quand je devais faire la troisième année, j'ai fui et on m'a ramenée. J'ai donc continué à l'école en troisième année et je suis passée en quatrième année. C'est là que j'ai à nouveau fui pour me retrouver dans la rue ici. La vie dans la rue n'est pas facile. Quand de nouvelles personnes y viennent, nous les conseillons de retourner à la maison parce que la vie dans la rue est dure. Moi, je ne me prostitue pas en tout cas. Avant, quand j'étais un peu plus petite, je me rasais la tête et je me déguisais en garçon pour mendier. Les gens ne se rendaient pas compte. Maintenant, quel que soit mon déguisement, on reconnaît que je suis une fille. J'ai donc arrêté et je suis mes copines qui cherchent l'argent pour qu'on dépense ensemble. Je vais souvent à côté des amis de mon père. Quand ils me donnent de l'argent, je viens aussi dépenser avec mes copines. Le modernisme que connaît l'Afrique ces dernières décennies a apporté une déstructuration et une désintégration des familles traditionnelles. Les premières victimes de cette situation sont les plus vulnérables, à savoir les enfants. Je ne veux pas retourner chez moi. Mes parents ont d'ailleurs déménagé. Je ne sais même plus où ils sont. Je ne veux pas retourner chez moi. J'ai plusieurs lieux pour dormir. Je n'ai pas de lieu fixe. Je dors souvent à Bamako-Koura, à Badalabougou, souvent à Faladia ou à l'Autogare. Ces enfants vivent dans des conditions très difficiles. Généralement, c'est des filles
qui ont assez de maladies, elles sont toutes infectées presque, hein. Toutes les filles qui sont dans la rue parce qu'elles se prostituent toutes. Donc elles sont infectées par les IST d'abord et certaines par le VIH. Nous essayons quand même à notre niveau de tout faire pour que ces enfants ne restent pas dans la rue. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rue à travers le district de Bamako. Nous, notre rôle, c'est de les faire quitter la rue, les faire venir ici, au niveau de la structure, pour les stabiliser ici d'abord, avant de les référer vers nos structures partenaires. Parce qu'une seule personne, un seul centre ou une seule structure ne peut faire face à ces fléaux. Il faut une synergie d'action. Il faut que tous les acteurs nous mettons ensemble. Je ferai n'importe quel boulot qui se présenterait à moi. Si je suis scolarisée à nouveau, je vais poursuivre ou bien faire de la coiffure. Il n'y a rien d'intéressant dans la rue. On peut te tuer ou tu peux tomber malade. Récemment, j'étais même malade. C'est pourquoi je dis que la vie dans la rue n'est pas bien. Dans les grandes villes, si certains survivent grâce à de petits boulots livrés à eux-mêmes, beaucoup tombent dans la délinquance, la prostitution ou la drogue. La plupart ne dépasseront même pas 25 ans. Si beaucoup sont des orphelins, victimes de la guerre, du sida ou de la pauvreté, d'autres fuient les mauvais traitements que leur infligent leurs familles ou des sectes religieuses. Suivez ce reportage en immersion à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Depuis les années 90, la République démocratique du Congo a sombré dans une crise sans précédent. C'est aujourd'hui un des pays les plus pauvres de la planète. À Kinshasa, la misère touche la grande majorité de la population. Les enfants en sont les premières victimes. Orphelins ou chassés par leur famille, ils sont plus de 20 000 à survivre dans les rues de la capitale. Nana 15 ans. J'ai 12 ans. 13 ans. Nana 13 ans. 11 ans. Toza la route na via passe ne toza botolia na passe so to luki mbonte to olia te so pe to luki pe mon pe te to la te. Bisho juma dala la kutu na kwa kalpe. Nga kutu ba mibela nga bazala na hanchi ba kanyi nga ba sibi nga ba kachi nga pota ne lo. Ba fe ko kata ba na kutu la ba tu mama ka ba chasser ko kato ba shila china njoto ko chaba mungu wa tubo ba tonga masuba. Les enfants sont un poids pour les familles déjà très pauvres. Ils deviennent des boucs émissaires. Pour s'en débarrasser, on les accuse de sorcellerie, d'être possédés et de porter malheur à leur famille. Séduits par le discours populaire des pasteurs, un nombre croissant de parents demandent que leur enfant soit exorcisé. Ce cercle vicieux a entraîné l'explosion d'églises indépendantes dans la capitale, développant des opérations spirituelles coûteuses pour les familles. Pour faire face à la violence des rues, les enfants se regroupent. Les garçons vivent de mendicité et de larcin. La majorité des filles se prostituent. Laure était l'une d'entre elles. Le Régère l'a recueillie et formée. Aujourd'hui, elle gère une des nombreuses équipes mobiles. J'avais 6 ans. J'étais victime de viols de 8 personnes ici à Matete.
Chaque jour, les collaborateurs du Réger vont à la rencontre des enfants. Laure, accompagnée d'infirmiers et d'éducateurs spécialisés, distribue des préservatifs aux filles et soigne les enfants au quotidien. Organisation non gouvernementale locale, le Réger coordonne une centaine de centres d'accueil à Kinshasa, accompagnant plus de 6000 enfants des rues. Ils retrouvent un toit, de la nourriture et pour certains d'entre eux une écoute, une éducation et l'espoir d'une réinsertion. Steve a trouvé refuge au sein d'une structure membre du Réger. Il y étudie la mécanique. Je fais une année et demie, je mange ici, je dors ici et je regarde les télé ici. Moi je vis ici dans les centres, mais mon frère avec les serres, ils sont dans la rue là-bas. Henri, c'est pas bien. Je suis seulement à la maison. Dans des conditions de précarité extrême, le Réger tente d'offrir un avenir à tous les gamins rejetés et abandonnés. D'autant que chaque mois, 300 nouveaux enfants se retrouvent dans les rues de Kinshasa. Alors, que font les associations ? Grâce au travail de l'UNICEF, d'ONG internationales et des centaines d'associations humanitaires présentes sur le terrain, certains pourront échapper à l'enfer de la rue, se reconstruire et se réinsérer dans la société. Des rues de Kinshasa au tapis rouge, c'est la fabuleuse histoire de Rachel Mwanza, ex-enfant de la rue. De 9 à 14 ans, Rachel a été une Chégué, une de ces mineurs en perdition dans les rues de Kinshasa en République démocratique du Congo. Aujourd'hui actrice, elle témoigne. Regardez. Bonjour, je vais vous raconter une histoire de sorcière. Pas la sorcière que vous connaissez avec son nez crochu, son balai et ses verrues, mais une sorcière du Congo. Cette sorcière, c'est moi. Et mon histoire, c'est une histoire de courage, de force et de foi. Je suis née en République démocratique du Congo, dans une bonne famille, oui. Quand j'étais petite, mon père était agent dans une société de mines de diamants. On vivait dans une grande maison en Bujimaï, dans la province du Kasaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère vient d'une famille pauvre. À cause de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais 6 ans. Il a dit à ma mère d'aller avec moi à Kinshasa avec ma sœur et mes 4 frères. Il a dit qu'ils viendront nous rejoindre pour trouver du travail. En réalité, sa famille lui avait demandé de se débarrasser de nous. Quand ma mère a compris, il était trop tard. Elle se retrouvait toute seule, loin de sa famille. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait pour nous faire manger. Elle avait changé. Elle avait tellement maigri. Ma mère a même fait venir notre grand-mère pour nous aider, mais nous avions toujours faim. Alors, ma mère a commencé à nous envoyer chez des amis. On faisait des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. C'est comme ça qu'un soir, je me suis retrouvée chez une dame qui m'avait donné à manger pour la famille. Mais elle était trop tard pour retourner. Elle m'a proposé de dormir chez elle et de repartir le lendemain matin. Durant la nuit, je parlais dans mon sommeil. Ça ne vous paraît pas très grave, n'est-ce pas? Mais cet ami a dit à ma mère que je parle aux démons.
Et en même temps, ma mère et ma grand-mère sont allées demander des conseils chez des prophètes, ceux qui représentent Dieu. Elles cherchaient la cause de tout le malheur de notre famille. Le problème est qu'elle m'avait amené chez un faux prophète. Et il a été décidé que c'était moi la cause et que j'étais une sorcière. Les charlatans m'ont parlé pendant plus d'une heure pour que j'accepte que je sois une sorcière. Il a crié sur moi sans arrêt. Ils m'ont fait boire 5 litres d'eau avec des herbes dégueulasses. Ils m'ont dit de vomir les viandes des gens que j'aurais mangées dans le monde des ténèbres. Imaginez-vous la scène, une enfant de 7 ans face à plusieurs adultes qui crient sans arrêt. On me tapait même dans le dos pour faire sortir cette viande. À un moment donné, j'avais peur et j'étais tellement fatiguée. Et j'ai fini par dire oui, je suis une sorcière. Je croyais qu'en disant oui, que le mal allait s'arrêter, mais j'étais devenue une sorcière, malgré moi. Une fois qu'on m'a nommée sorcière, c'était impossible de retourner en arrière. Ma mère a accepté la situation, mais ça ne veut pas dire que ma mère ne m'aimait pas. Et en même temps, comme la situation ne changeait pas dans la maison, sans argent, sans nourriture, ma mère a décidé de partir avec sa sœur en Angola pour aller trouver du travail. Leur plan n'a pas marché. Et ma mère se retrouvait toute seule, coincée en Angola, sans argent, sans nourriture. Et finalement, elle n'est pas revenue. Contre sa volonté, elle a été forcée de nous abandonner, elle aussi. On a perdu toutes les communications avec elle. Et on est resté avec grand-mère. Pendant 2 ans, j'ai été traitée comme une sorcière. Les accusations, les cris, les jeûnes forcés, les piments dans les yeux. Elle disait que c'était moi la cause. Si ma mère n'appelait plus, elle pensait qu'elle était morte et que je l'avais sacrifiée. Elle a dit à tout le monde de ne pas m'aider, de ne pas me parler, de ne pas jouer avec moi. Dans mon quartier, on ne me laissait pas m'approcher des autres enfants. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chérie, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où le sommeil nous trouve, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Dans la rue, j'ai vendu de l'eau, des arachides, j'ai fait des ménages. Mais à chaque fois que je voyais les autres enfants aller à l'école, je me rappelais des jours où j'étais heureuse. Je pleurais. Je me demandais si un jour je pourrais sortir de la rue. Puis un jour, ma chance a tourné. J'ai participé dans un documentaire Kinshasa Kids. On m'a payé et j'ai tout de suite voulu donner cet argent à ma famille. Car même dans la rue, dès que j'avais quelque chose, je passais aller voir ma famille pour leur donner. Ma grand-mère a pris de l'argent, elle m'a encore remis dans la rue. Plus tard, j'ai entendu parler d'un film canadien qui s'est tourné à Kinshasa. La même personne qui s'occupait du casting alors me connaissait, j'ai été invitée au casting. Je me suis retrouvée face au regard des enfants riches qui étaient là en édition. Même si j'avais envie de me sauver à cause de leur regard, je suis restée et j'ai tout donné pour avoir le rôle. Pour moi, c'était une façon de changer ma situation. J'ai eu le rôle principal dans le film. C'était bien cool. La production, ils m'ont mis dans une grande maison, je pourrais manger tous les jours et avoir tout ce que je voulais. Mais malgré tout ce qui se passait, j'étais triste. J'en ai parlé à Kim, le réalisateur. Ma vie était belle, mais mes frères et sœurs, ils étaient toujours dans la misère. Je ne me sentais pas bien quand je mangeais en sachant qu'ils avaient faim. Alors, l'équipe et Kim ont donné de l'argent à ma famille. Et quand l'équipe sont entrés chez eux,
Ils ne m'ont pas laissé comme ça. Ils ont trouvé une maison d'accueil et ils ont fait en sorte pour que je puisse retourner à l'école. Moi qui en rêvais depuis si longtemps. C'est là où cette histoire des sorcières devient un conte de fées. Le film a eu beaucoup de succès. Je suis passée des rues de Kinshasa au tapis rouge des festivals. J'ai reçu même l'Ours d'argent en 2012 à Berlin. Le film a été même nominé aux Oscars. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans et que j'ai reçu 18 prix dans le monde. Les Oscars, c'était cool. Mais pour moi, les plus beaux jours de ma vie, c'est celui pour la première fois, après des années dans la rue, je suis retournée à l'école. S'il y a des enfants dans la rue, partout dans le monde, c'est souvent parce que les parents n'ont pas eu les droits d'éducation. Comprenez-moi bien, le problème est profond. La pauvreté, c'est ce qui amène le manque d'éducation. Chez moi, envoyer les enfants à l'école, c'est un luxe. Mais sans éducation, on risque de se faire rencontrer n'importe quoi par les autres qui vous disent quoi faire et quoi penser. Ma mère n'était pas bête. C'est elle qui m'a appris comment pardonner et comment avoir confiance en soi-même. Mais elle s'est fait prendre dans un piège. Vous savez tous que l'éducation est importante. Mais comment se fait-il que l'éducation reste ici? Et que l'éducation n'est pas arrivée dans le village de ma mère avant ma naissance? C'est pas cool qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe de technologies et d'idées, que ça ne puisse pas se faire. L'ignorance produit des sorcières. L'ignorance peut tuer. Alors, pour chasser des sorcières, construisons des écoles. Moi, je m'en suis sortie. C'est parce que j'ai eu beaucoup de chance et de courage. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'enfants qui sont encore dans la rue. Ils attendent aussi que leurs rêves se réalisent. Alors, pour cela, il ne faut pas les oublier. J'ai eu aussi le courage de quitter Kinshasa à 17 ans. Et aujourd'hui, je vis au Québec dans une famille d'accueil. Je poursuis mes rêves, mes études et je reprends les temps qu'on m'avait volés. Je vous parle d'espoir et de courage et de force. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons, disait Martin Luther King. Les enquêtes spéciales, c'est terminé. On se retrouve ce mercredi, cette fois-ci avec Business 54, présenté par Judy Kael Moussirou. Au revoir.